Bonjour à tous et à toutes, je vous propose de démarrer ce webinaire. Je suis ravi de vous accueillir pour ce webinaire organisé par l'association Think Smart Grid. Pour me présenter rapidement, donc je suis Thomas Lacroix, je serai l'animateur de ce webinaire. Je suis aussi copilote du groupe de travail de l'association Think Smart Grid, association qui fédère les acteurs français des Smart Grid. Une centaine de membres, comprenant une grande diversité d'acteurs, des startups aux grands groupes, laboratoires de recherche, universités, gestion de réseau. L'association est présidée par Marianne Leno, présidente du directoire de l'EDIS. L'association est organisée en commissions et groupes de travail pour répondre aux besoins de la filière des smart grids. Ce webinaire est organisé dans ce cadre. Je suis aussi CTO de Cosmotech, éditeur de logiciels d'une plateforme de simulation de jumeaux numériques qui aide nos clients, dont les opérateurs de réseau et de smart grid, à optimiser leur efficacité opérationnelle. Comme tous les acteurs technologiques de ce secteur, nous sommes directement concernés par les enjeux cybersécurité autour des smart grids. Le secteur énergétique est part de ces enjeux stratégiques et leur fort impact sur l'économie, la sécurité des citoyens, directement concernés par les cyberattaques. Je vais vous citer deux exemples. En 2016, une panne d'électricité, un blackout en Ukraine, qui a touché environ 225 000 clients, a été provoquée par des hackers. Afin de conduire l'attaque, ils ont utilisé un malware, introduit à travers un fichier Word piégé, qui autorisait l'accès au contrôle à distance des postes électriques et couvrait leurs traces. Des vulnérabilités sur le réseau ukrainien ont permis de rendre cette attaque possible sans grande difficulté. Aux États-Unis, cette année, le 7 mai, une attaque a bloqué la livraison de pétrole sur la côte Est. Les hackers ont utilisé un compte VPN d'un ancien employé de la compagnie Colonial Pipeline pour supprimer des informations stockées sur les disques de l'entreprise et ont demandé 5 millions de dollars pour rendre les fichiers. Avant d'avoir procédé au paiement, des milliers de kilomètres de pipeline ont été coupés afin d'isoler l'attaque et d'empêcher sa propagation. Les coupures ont fortement impacté les livraisons aux stations-service et ont perturbé les vols d'avion. Sur ce thème, nous avons engagé avec l'association Think Smart Grid un groupe traitant des enjeux digitaux, de la donnée et donc bien sûr de la cybersécurité. Ce thème est un enjeu essentiel pour l'association Think Smart Grid qui souhaite sensibiliser les acteurs du secteur et faire connaître les solutions R&D qui émergent. Comme mentionné par les deux exemples précédents, la digitalisation des réseaux et l'accélération du déploiement des smart grids, notamment liés à la transition énergétique et la production décentralisée, poussent à une convergence toujours plus poussée des technologies au cœur de la gestion opérationnelle de l'énergie. De fait, la question de la cybersécurité doit systématiquement être posée en amont du développement des projets. À l'origine, les technologies ont été conçues pour séparer la gestion opérationnelle, appelée OT, Operation Technology, permettant de contrôler et monitorer les processus physiques des actifs, et de celle de l'entreprise, appelée IT. Cette séparation entre le monde industriel, critique et donc conservateur, de celui de l'IT, encore plus enclin à adopter des innovations facilement, qui garantissait ainsi une certaine indépendance, by design, est maintenant largement remise en cause dans ce qu'on appelle la convergence IT-OT, étendue récemment IT-OT-IoT. Ce point sera détaillé plus tard par les experts dans ce webinaire. Pour terminer mon introduction, de 2015 à 2017, la Commission européenne a mis en place l'Energy Expert Cyber Security Platform, EECSP. Début 2017, le EECSP a publié un rapport disponible sur le site de la CRE qui identifie les enjeux. Dans ce rapport sont mentionnées des recommandations, comme le fait que les gestionnaires de réseau doivent faire de la cybersécurité une nouvelle dimension dans leur analyse et de la gestion des risques. Ceux-ci doivent mettre en place un système efficace de gestion des risques, monitorer et améliorer continuellement la cyber-résilience et développer les compétences requises pour cela. La cybersécurité et l'impact en cascade des problèmes doivent faire partie de leur tour de contrôle des opérateurs. C'est ce thème que nous avons choisi d'aborder aujourd'hui. Je vous propose de commencer par une première intervention, celle de Rodolphe de Bolfort, délégué général adjoint du GIMELEC, association professionnelle de la filière électronumérique et vice-président de l'association Think Smart Grid. Rodolphe va nous proposer une introduction à quelques notions de cybersécurité dans le domaine de l'industrie et les réseaux électriques pour brosser un rapide paysage des enjeux spécifiques au domaine industriel et expliquer pourquoi on parle de convergence avec les systèmes d'information. Merci. Merci Thomas, je pense que c'est à moi du coup. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre.
Effectivement, je suis Rodolphe de Beaufort, je suis animateur d'un club cyber au sein du GIMELEC, et le GIMELEC est membre fondateur de Think Smart Grid. Et dans ce club cyber, on regarde plus spécifiquement, avec une trentaine d'entreprises, les enjeux autour de la cybersécurité industrielle, au sens large, pas spécifiquement sur le domaine de l'énergie, mais comme vous le verrez, les problématiques de cybersécurité industrielle se posent à peu près de la même manière partout dans le monde de l'opération technologie. Et donc avec ces entreprises, on regroupe en fait des acteurs qui sont sur les automatismes sécurisés, les switches, les routeurs, les sondes, les bastions, des offreurs de services qui font des audits de sécurité, des pen tests, des choses comme ça. Et puis on a également des organismes publics de recherche qui travaillent notamment sur l'automatisation des tests de certification. Donc, on a un panel assez large d'entreprises et on travaille beaucoup à faire de la pédagogie sur le monde de la cybersécurité industrielle. Et donc, pour faire cette pédagogie, je vous propose de commencer par quelques définitions et quelques principes généraux. Déjà, pourquoi est-ce qu'on parle de cybersécurité? Parce qu'au départ, on est face à une révolution qui est celle de la digitalisation. Et cette digitalisation, elle est là pour amener aux entreprises deux aspects. Un, la performance économique, qui va conduire, qui est effectivement absolument nécessaire en permanence, et qui permet également d'avoir, dans cette optimisation de la performance, une optimisation de la consommation des matières premières, par exemple. Et le deuxième aspect, c'est qu'on obtient grâce à la digitalisation, à l'automatisme, c'est la performance énergétique. Et elle permet de réduire également l'empreinte CO2. Donc on voit qu'on répond avec la digitalisation à deux grands enjeux, la performance économique et la performance environnementale. Alors, cette digitalisation, si elle est nécessaire aujourd'hui, il faut voir qu'il y a un volet cyber qui doit y être nécessairement associé. Donc, on ne peut pas penser aujourd'hui un projet digitalisation sans penser cybersécurité. C'est le premier gros message qu'il faut faire passer. Un peu comme la voiture dans les années 50 jusqu'aux années 70, il n'y avait pas de ceinture de sécurité, on n'avait pas de recul, pas de maturité là-dessus. Aujourd'hui, on a la ceinture, on a l'ABS, et on a compris qu'il fallait des dispositifs de sécurité, actifs ou passifs, pardon, pour pouvoir conduire une voiture, quoi. Donc la digitalisation, c'est un peu pareil. Et c'est globalement un monde très très vaste. Comme l'a dit Thomas, on va retrouver deux grandes catégories. Il y a l'IT et il y a l'OT. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Globalement, nous, on sépare un petit peu les deux sur pointeur. Voilà. On sépare les deux sur deux axes, c'est-à-dire on a plutôt les systèmes OT qui vont se retrouver à gérer les processus physiques et l'IT à gérer les informations. Et ensuite, on a un autre axe qui est celui des systèmes et celui des équipements. Et donc, sur ces deux axes, on peut plus ou moins arriver à caractériser ce que sont les systèmes OT, où on va retrouver tout ce qui est contrôleur industriel, tout ce qui est PC industriel et serveur, tous les réseaux industriels, et puis la partie système IT, dans lequel on va retrouver les PC, la bureautique, les imprimantes, le web, les applications, les serveurs mail, enfin, tout ce à quoi nous sommes tous extrêmement habitués. Et ensuite, on retrouve sur le terrain un certain nombre d'équipements qui sont connectés à ces différents systèmes. Et donc, on retrouve le monde des équipements IoT, et là plutôt les tablettes, les smartphones, les caméras, qui sont connectés en général directement au web. Et puis des équipements qu'on appelle IIoT, donc Industrial Internet of Things. Et ces équipements-là, ils sont de nature, c'est des capteurs de pression, c'est des systèmes embarqués dans des robots, éventuellement des automates, voilà. Donc beaucoup de dispositifs qui génèrent de la donnée et qui sont connectés au système industriel. Et donc là, notamment, nous, on s'occupe dans notre club spécifiquement des enjeux qui sont autour de la partie OT qui est en saumon, là. Et il y a un impact organisationnel assez important parce que les équipes qui s'occupent historiquement des systèmes OT dans les entreprises ne sont pas les mêmes que les équipes qui s'occupent des systèmes IT, et qu'aujourd'hui, on a un enjeu assez important à faire communiquer ces deux populations de manière à ce qu'elles puissent s'échanger leurs enjeux
et leur savoir-faire. Alors, je vais enchaîner sur, voilà, sur ça, qui est donc une représentation d'une architecture type, hein, d'un système qu'on retrouve dans à peu près n'importe quelle usine, où on va voir que donc ça peut être une usine de station d'eau, ça peut être ça peut être une architecture de type effectivement aéroport, utility électrique, ce genre de choses. Donc Régis et Hassem le détailleront tout à l'heure pour la partie SCADA notamment. Et ce qu'on retrouve effectivement, ce sont ces différentes couches qu'on a, qui sont normalisées dans une échelle qui s'appelle l'échelle Purdue, où on voit tout en bas les capteurs et les actionneurs dans la couche 0, donc vraiment les assets qui sont en interaction avec le monde physique. Ensuite, une couche qui est la couche des automates. Ensuite, une couche qu'on appelle L2, qui est la couche de supervision et de contrôle, qui comprend justement un certain nombre de systèmes informatiques industriels comme SCADA. Ensuite, la gestion des opérations. Et puis après, on s'interface avec le monde de l'IT au travers généralement d'une DMZ, donc une zone qui permet de filtrer les accès. Et la couche L4, c'est la couche pure de l'IT, dans laquelle on retrouve les serveurs, les serveurs et voilà, les systèmes et les applications classiques. Alors, ce qui est en train de se passer, c'est qu'effectivement, le monde de l'IT est en train de pénétrer le monde de l'OT, parce qu'il y a de plus en plus de systèmes IT qui sont déployés au cœur même des usines et à côté des robots, à côté des machines. Et donc, on commence à avoir une interaction de ces systèmes-là physiquement dans les lieux dans lesquels il y avait l'OT, alors qu'avant, c'était quand même effectivement très séparé. Et donc, on a une interpénétration. Et cette interpénétration et cette connexion entre les deux mondes de l'IT et de l'OT, elles sont en train d'amener effectivement une surface d'attaque plus importante sur les systèmes industriels. Ils sont en bas de cette slide. Et donc, l'enjeu de la cybersécurité industrielle commence à grandir, puisque les attaques proviennent généralement d'Internet, et c'est généralement l'IT qui est directement connecté à l'Internet, même si effectivement, on retrouve dans pas mal d'endroits des devices dans le monde industriel qui sont aussi connectés directement à Internet, ce qui n'est pas une bonne pratique. Et donc, on doit aujourd'hui gérer cette interpénétration avec un mélange aussi des normes et des pratiques. Donc, on a des normes qui viennent du monde de l'IT, des normes qui viennent du monde de l'OT, qui sont en train, effectivement, on est en train d'essayer de comprendre comment interpénétrer et comment combiner ces deux approches pour gérer les systèmes opérationnels sur le terrain. Ce qui est intéressant aussi à noter, c'est que, si je passe aux enjeux de convergence entre l'IT et l'OT, c'est que on a des domaines IT dans lesquels les enjeux historiquement ce sont de gérer tout ce qui est confidentialité de la donnée et intégrité de la donnée. Et en revanche, dans le monde de l'industrie, on a plutôt des enjeux qui sont de maintenir la disponibilité des systèmes et la fiabilité des systèmes. Donc, par exemple, dans une usine classique, on essaye d'interrompre le moins possible la production, parce qu'une interruption de production, c'est une perte nette de cash qui est énorme, en fait. Et évidemment, dans le domaine de l'électricité, c'est la même chose. Si jamais on interrompt les opérations de manière non planifiée, ça veut dire qu'il y a une coupure d'électricité, et ça impacte des centaines, des milliers, voire des millions de clients, et donc c'est parfaitement inacceptable. Donc tout a été designé dans le monde de l'OT historiquement pour assurer la disponibilité, et pas vraiment la partie confidentialité et intégrité. Et aujourd'hui, cette convergence, elle s'exprime dans un certain nombre de domaines. On voit par exemple qu'un data center, c'est bien entre les deux, puisqu'on retrouve à la fois cette notion de conserver l'intégrité de la donnée, mais aussi la disponibilité et la fiabilité du data center lui-même, qui permet d'assurer la continuité du service de la donnée. Et alors, ce qui se passe, c'est que dans le passé, on avait effectivement deux mondes qui étaient très séparés, avec finalement très peu de connexion entre les deux, et un monde de l'IT qui a commencé à se connecter à Internet et à être attaqué, et donc à développer un certain nombre de pratiques en matière de cybersécurité, pendant que le monde de l'OT restait assez confiné dans des usines, dans des espaces techniques, dans lesquels il y avait plutôt une sécurité physique qui empêchait l'accès au système.
et qui faisait que, globalement, les enjeux de cybersécurité étaient moins pris en compte. Aujourd'hui, avec la convergence progressive, on est en train de voir qu'il y a à la fois une convergence en matière d'usage, mais aussi une convergence en matière de technologie. Et donc, on se retrouve avec une vision pour le futur qui est celle d'une intégration progressive de plus en plus importante et qui peut finir jusqu'à une convergence quasiment totale entre les plateformes technologiques et aussi au niveau de la gouvernance. On n'a pas le temps de détailler l'ensemble, mais c'est ça qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on a un enjeu majeur aujourd'hui à faire parler ces deux mondes et à prendre en compte en fait les enjeux structurels de ces deux mondes qui sont au départ relativement opposés. Voilà. Alors, quelles sont les principales étapes d'une démarche de cybersécurité industrielle? Donc, quand on s'attaque à un système industriel, il faut d'abord se poser la question de la sensibilisation du management. C'est typiquement ce qu'on est en train de faire en sorte que les directions d'entreprise, les directions IT, les directions opérationnelles comprennent qu'il y a un véritable enjeu à protéger les systèmes dans la partie OT. Et cette prise de conscience aujourd'hui, elle n'est pas forcément au même niveau dans toutes les entreprises, loin de là. Donc ces échanges doivent conduire à la rédaction d'un avant-projet, comprendre comment est-ce qu'on va pouvoir dérouler en fait je dirais le projet IT. Et la première étape, c'est cadrer, diagnostiquer, planifier, c'est-à-dire établir des cartographies du système, c'est-à-dire savoir au moins ce qu'on a dans son système industriel. Découvrir souvent qu'il y a beaucoup de connexions qu'on n'avait pas identifiées pour faire de la maintenance, pour permettre à un technicien de ne pas s'embêter et de pouvoir consulter Internet. Enfin, on retrouve tout un tas de surprises quand on fait des cartographies. Et ensuite, une fois qu'on a fait cette cartographie, il faut regarder, il faut faire une analyse de risque qui permet de définir, en fait, en fonction des endroits, quels sont les systèmes qui sont les plus risqués au regard des enjeux de l'entreprise. Et c'est sur ces systèmes, évidemment, qu'on va commencer les systèmes les plus critiques, qu'on va commencer à appliquer ces efforts, et puis ensuite, progressivement, essayer de sécuriser un maximum de choses. Mais il faut évidemment commencer par ce qui est le plus critique. Donc, pour faire ça, ou pour faire de la pédagogie, on peut commencer par exemple par faire des tests d'intrusion, qu'on appelle les pen tests, qui permettent très rapidement de se rendre compte que finalement, il y a des failles à peu près partout dans le système. Et donc, il faut les corriger. Si vous voulez sensibiliser votre management, faire un pen test est souvent très utile. Voilà. Et donc, tout ça doit conduire à mettre en place une stratégie de cybersécurité globale qui, elle, va permettre ensuite de dérouler les différentes étapes. Donc, réduire les risques, donc réduire les risques, c'est durcir les systèmes OT, c'est durcir la sécurité physique des sites en tant que tels. Et puis ensuite, assurer le maintien en conditions de sécurité et l'anticipation et la gestion des incidents. Ce n'est pas parce qu'on a fini de sécuriser un système qu'il ne faut plus s'en occuper dans le temps, puisque la cybersécurité, c'est un éternel recommencement. Il faut en permanence mettre à jour l'ensemble des systèmes. Alors, pour aller très rapidement sur un point, c'est qu'on a différentes réglementations dans le domaine de la cybersécurité. Et donc, on a des opérateurs typiquement d'importance vitale, ça c'est un statut français. On a des opérateurs de services essentiels, ça c'est la réglementation européenne, des entités importantes, et puis on a des entités qui sont pas suivies d'un point de vue réglementaire. Et donc, ce qui se passe, c'est ce qui est compliqué, là, c'est j'essaie de représenter une petite chaîne de valeur simplifiée de la partie OT dans l'électricité. Bien, on commence par des fabricants de matériel et de services qui vont construire en fait l'ensemble des services, et eux, ils vont devoir fabriquer du matériel pour tous les opérateurs qui sont derrière. Nous, c'est globalement notre métier. Et on se rend compte qu'en fait, ces opérateurs, qui soient producteurs d'énergie très centralisés, plus ou moins importants, jusqu'à quelqu'un qui fait de l'autoconsommation sur son toit et qui n'a aucune obligation réglementaire, eh bien, on doit lui fournir du matériel. Les niveaux de sécurité qu'on va demander à ces différents étages sont très différents les uns des autres. Et donc, quand on est constructeur, il y a un enjeu important qui est d'arriver à comprendre en fait comment est-ce qu'on peut fabriquer du matériel qui va réussir à servir sur les différentes échelles de réglementation. Et on voit que
C'est le cas pour les producteurs d'électricité. Alors, les transporteurs et distributeurs sont plutôt évidemment dans le haut. Et dans les consommateurs, on retrouve des niveaux de sécurité qui sont à peu près à tous les niveaux. Et donc, on parle souvent pour les constructeurs de matériel de sécurité by design. Cette sécurité by design, ça ne veut pas dire grand-chose parce qu'évidemment, concevoir un produit, ça nécessite évidemment un processus particulier sur l'intégration des enjeux de cybersécurité. Mais un produit tout seul, c'est pas, on l'intègre toujours dans un système. Et en fait, la cybersécurité, c'est aussi une vision, c'est aussi et d'abord une vision système. Et donc, il ne suffit pas que le produit soit sécurisé. Et donc, nous, notamment, on promeut un certain nombre d'approches en disant ce qui est important, ce n'est pas tant de regarder le Secure by Design, mais de regarder la notion de certification des produits et de s'assurer qu'on peut avoir une norme globale qui permet de définir les grands critères de cette cybersécurité. Et nous, on promeut plutôt la norme IEC 62443. On pense qu'elle peut être appliquée à peu près à tous les domaines. Et puis, ce qu'on souhaite pour les secteurs les plus critiques, c'est faire en sorte typiquement que les certificats de sécurité de premier niveau de l'ANSSI soient reconnus, par exemple en Europe, ce qui fait que quand on certifie un produit ANSSI, on puisse ensuite aller le vendre, par exemple en Allemagne, avec un certificat d'équivalence. Ça, c'est très important. Et puis, on promeut aussi une approche qui est celle de dire qu'une fois qu'un fabricant a certifié le cycle de vie sécurisé du produit, il serait intéressant de pouvoir reconnaître une autodéclaration de conformité des différentes versions du produit et donc de permettre au constructeur d'auto-certifier lui-même un certain nombre de versions parce que son process de fabrication est certifié lui-même. Et ça permet de ne pas se retrouver à devoir certifier chaque version du logiciel d'un automate et de prendre 6 mois. Et c'est là où on se rend compte que la sécurité est parfois l'ennemi de la sécurité. Voilà. Donc voilà en quelques mots une petite introduction rapide sur tous ces enjeux. Et je laisse la parole à Thomas pour faire la transition. Merci Rodolphe, c'est très intéressant. Je rappelle à tout le monde que vous pouvez poser vos questions dans le chat. Et je vais passer maintenant la parole à Olivier Clément, qui est expert au pôle cybersécurité d'Enedis, en charge des fonctions anticipation et relations externes. À ce titre, il suit l'ensemble des évolutions réglementaires dans le domaine de la cybersécurité qu'il va nous présenter aujourd'hui. Olivier Clément est aussi membre de l'équipe rédigeant le code réseau cyber, où il représente les DSO sur les questions de partage d'informations et de gestion de crise. Merci beaucoup Thomas, merci pour cette introduction. Merci aussi à Rodolphe, c'est une belle introduction en fait à ce que je vais vous présenter, faire un tour d'horizon en fait sur les réglementations actuelles qui sont existantes, mais aussi surtout en fait leurs évolutions et quelles seront les réglementations de demain. C'est un petit peu l'objectif que j'ai dans les quelques minutes qui viennent. Donc à travers 3 réglementations principales, d'abord la réglementation NIS. Je pense que pas mal d'entre vous en ont déjà entendu parler. La deuxième, c'est le code réseau de cybersécurité qui est en cours d'écriture et qui, vous allez le voir, s'imposera rapidement à nous avec des obligations, des exigences très importantes. Et puis le deuxième, les schémas de certification. Rodolphe nous parlait des certifications qui étaient indispensables en fait dans le secteur. Et là, il y a aussi beaucoup de choses en fait qui se passent. Ça sera la troisième partie. Alors tout d'abord, je veux vous parler de Nice. Nice a vu le jour en fait en 2016. C'était quasiment la première réglementation européenne qui a vu le jour. Il faut se dire que Nice, en fait, c'est une directive qui s'applique d'abord et avant tout aux États. Elle donne aux États un certain nombre d'obligations, comme de rédiger une stratégie nationale en matière de sécurité. Elle crée aussi un certain nombre d'organes, d'autorités de cybersécurité dans chacun des pays. L'ANSSI avait été créé largement avant, mais elle a pris cette autorité d'un point de vue européen. Et puis après, elle déclare aussi un certain nombre de secteurs, dont l'électricité fait partie, qui sont considérés comme des secteurs essentiels. Et à partir de là, elle demande aux différents États de désigner les opérateurs de services essentiels qui devront avoir des exigences en fait, particulières en termes de cybersécurité. Comme vous le voyez, en fait, c'est vraiment une directive qui s'applique aux États.
On fait souvent le raccourci en fait, entre Nice et la transposition française de Nice, qui donne des exigences un peu plus importantes aux opérateurs des services essentiels. Mais Nice, en tant que telle, est une directive, et j'aimerais qu'on se le rappelle, plutôt en fait, aux États. Alors, la transposition française, après 2016, elle a eu lieu en fait en 2018, février 2018, pour la loi, puis après par des décrets qui sont enchaînés, puis après des arrêtés, jusqu'en septembre 2018, où effectivement on a eu l'arrêté final de la transposition française de la directive Nice, qui donnait pour le coup, qui déclinait en fait toute cette directive. Alors il y a des exigences en termes de gouvernance, en termes de protection, en termes de défense, en termes de résilience, qui sont relativement importantes, et qui là en fait ont sont vraiment rentrées dans le détail. Nice ne rentrait pas vraiment dans le détail, la transposition française le rentrait beaucoup plus. Elle était largement inspirée, cette transposition française, par la LPM, la loi de programmation militaire, mais il faut bien se dire qu'elle est inspirée. C'est pas exactement la loi de programmation militaire qui s'est imposée en fait aux OSE. Elle a été proportionnée à la qualité d'opérateur de services essentiels, essentiel n'étant pas vital, et vital n'étant pas essentiel. C'est une vraie reconnaissance à travers Nice du secteur de l'électricité et notamment de la distribution d'électricité comme un secteur essentiel. C'est quelque chose qui est important de se rappeler à travers Nice, puisque c'est ça que je vais essayer de vous rappeler en fait qu'est-ce que réellement ça a apporté. Et deuxième chose en fait qu'il faut bien se dire à travers Nice, c'est que Nice n'est pas OSE, devenir OSE n'est pas une certification. On est OSE parce qu'on est désigné OSE par l'autorité de cybersécurité nationale, mais c'est pas et donc à partir de là, on a des obligations en fait, des exigences en fait à assurer, mais ce n'est pas en fait une certification qu'on obtient. En revanche, il faut bien qu'on s'aligne, qu'on se mette en ligne par rapport aux obligations qui nous sont données, et notamment de renforcer en fait les systèmes d'information essentiels que l'opérateur de services essentiels peut donner. Alors, ce premier pas, en fait, ces deux premiers pas qu'on peut voir à travers Nice, la directive européenne, et puis la deuxième, la transposition française, on va dire un pas gauche, un pas droit, eh bien, un nouveau pas gauche est engagé en fait là maintenant, à travers la Nice V2, la révision de la première directive Nice, Elle s'est enclenchée il y a à peu près un an à travers une première consultation qui a eu lieu à l'automne dernier. Et puis on a eu le texte de la directive Nice 2 qui est arrivé en fait en décembre, qui a été présenté en fait par Thierry Breton avec un certain nombre d'autres directives, dont la directive REC pour la résilience des entités critiques, qui pour le coup en fait s'intéresse beaucoup plus à la partie physique des installations des systèmes d'information essentiels. Actuellement, elle est en pleine discussion, en pleine négociation, la directive Nice entre le Parlement et le Conseil. Et on peut penser qu'elle, selon l'agenda en fait européen, qu'elle rentrera en vigueur en fait en premier semestre 2022, c'est-à-dire dans un peu plus de 9 mois à peu près. Et comme vous l'avez suivi, en fait, la directive qui s'appliquera en fait aux États devra être transposée dans chacun des États. Et cette transposition qui dure généralement à peu près, et le texte prévoit 18 mois, eh bien la transposition française sera donnée, en fait, on peut imaginer, début 2024. Voilà pour les grandes dates. Quelles sont les principales évolutions de cette directive Nice? Alors encore une fois, je vous rappelle, on est bien au niveau européen. La première, c'est qu'on a une meilleure harmonisation entre les pays. Il y a des exigences qui sont beaucoup plus précises à l'intérieur de la directive Nice 2 par rapport à la directive Nice 1. On a un périmètre qui est élargi, on va voir dans les slides suivantes, on va faire un zoom en fait sur ce sujet parce que c'est un point qui est absolument essentiel. Par rapport à la transposition française, on a des exigences qui sont plus fortes dans la directive européenne, notamment sur la supply chain, et également en cas d'événements significatifs. En cas d'événements significatifs, notamment actuellement, on parle que les OSE devront en fait informer leur autorité de cybersécurité, donc pour nous l'ANSSI, en 24 heures et faire un rapport final sous un mois. Ce qui n'était pas exactement en fait le cas jusqu'à présent. Et puis des contrôles plus forts, des sanctions plus fortes, des pénalités renforcées,
De mémoire, on parle de 10 millions d'euros d'amende ou de 2% du chiffre d'affaires mondial, qui fait un petit peu écho en fait au RGPD. Hein. Là où jusqu'à présent, en France, on était sur des pénalités qui étaient de l'ordre de entre 50 et 100 kg de pénalités. Voilà. Je vous ai promis en fait un périmètre, un zoom en fait sur le périmètre de Nice, puisque c'est ça à mon avis qui est le plus important dans cette révision. Nice 1, comme vous le voyez ici, s'intéressait tout particulièrement aux distributeurs, transporteurs, alors dans le secteur de l'électricité, pardon, s'intéressait tout particulièrement aux distributeurs, transporteurs et commercialisateurs. Ces distributeurs, transporteurs et commercialisateurs étaient désignés par l'autorité nationale, donc l'ANSSI en fait, ce qui nous concerne, et donc il y en avait un nombre qui était limité. Nice 2, elle dit, une première chose, c'est que l'ensemble des entreprises qui sont dans ces secteurs, dans les secteurs qui sont désignés en fait à travers la directive Nice 2, seront impactés et devront suivre les obligations de Nice 2. À l'exception des petites entreprises, des small and micro enterprises, c'est-à-dire les entreprises qui ont un nombre d'employés de moins de 50 et un chiffre d'affaires qui est de moins de 10 millions d'euros. Donc ça dégage ces entités de ces responsabilités, à l'exception, vous savez qu'on est toujours un petit peu compliqué, de petites entreprises qui seraient reprises en fait à travers l'autorité nationale, donc encore une fois l'ANSSI, qui seraient considérées, elles encore, en tant qu'entité essentielle ou importante. Dans le secteur de l'électricité, on a d'autres secteurs qui sont impactés désormais à travers la directive NIS 2. On a dans les producteurs, les NEMO et les agrégateurs effacement stockage. Quand on parle des NEMO, c'est les Nominated Electricity Market Operators, qui sont en fait qui sont typiquement en France Epexpot et Nord Pool, typiquement, qui sont des bourses sur le marché de l'énergie, qui gèrent en fait le marché de l'énergie. Sur le même principe, encore une fois, les plus petits ne sont pas concernés, à l'exception d'un certain nombre en fait, qui sont désignés par l'ANSSI. Et puis aussi, on a le secteur de l'hydrogène et le secteur du chauffage et refroidissement urbain qui sont concernés en fait, par NIS 2 et à qui eh bien, il y aura des obligations qui vont s'imposer. Si on fait une plus big picture, on regarde un petit peu plus globalement, pas simplement le secteur de l'électricité, mais les autres secteurs. Là encore, vous voyez en fait à travers le secteur bleu foncé les entités essentielles qui étaient reconnues à travers Nice. Donc on retrouve nos distributeurs, transporteurs, commercialisateurs, mais aussi on avait donc dans l'énergie, l'oil and gas, le transport, les banques, le marché éolien, la santé, l'eau potable. Nice V2 s'intéresse encore une fois à d'autres secteurs, les eaux usagées, l'administration publique, l'aérospatiale, l'infrastructure numérique, et puis elle considère des entités importantes avec des exigences un peu moins importantes en fait pour ces entités, concernant les services postiers, le traitement des déchets, les productions chimiques, etc. etc. Là encore, on supprime l'ensemble des SME qui sont concernés là-dessus. Voilà, donc on voit en fait à travers cette mise les deux, qu'est-ce qu'on voit en fait principalement? Une grosse augmentation en fait des secteurs qui sont concernés par cette réglementation, et de 1, et des exigences renforcées sur les opérateurs de services essentiels qui ne seront plus désignés, mais plutôt quasiment automatiquement intégrés à l'intérieur de ces obligations. Je bascule cette fois en fait au Network Code of Cybersecurity pour NCOCS, ou le code réseau en cybersécurité. Et j'avais envie de vous le présenter en fait en 5 questions, le qui, le quoi, le quand, le comment et le pourquoi, pour essayer de vous faire un résumé en fait de ce code réseau qui est en cours d'écriture. Alors pourquoi? On l'a vu, on est sur un secteur qui est critique, voire hyper critique, avec des obligations en temps réel. L'électricité, si en quelques minutes on ne réagit pas, il peut y avoir des catastrophes, on peut avoir arrêté en fait l'ensemble de la distribution d'électricité, et ça touche l'ensemble de la société. Des effets cascades, si un opérateur tombe à un endroit, il peut directement impacter en fait l'ensemble des personnes qui sont tout autour, voire au niveau européen. Et puis un mix des technologies. Pardon, désolé, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mix des technologies, Rodolphe l'a largement expliqué avec l'interpénétration de l'IT et de l'OT. Et puis une urgence aussi à définir en fait des critères. On est sur un seul réseau, on a des menaces qui sont exacerbées. Thomas a expliqué en fait ce qui s'est passé en Ukraine et ce qui s'est passé en colonial plus récemment. Et puis on a aussi besoin en fait de guides en fait qui soient communs en fait à travers tous. Voilà pour le pourquoi. Le comment.
eh bien là, le code réseau ne sera pas une directive, ça sera un Delegated Act. Qu'est-ce que c'est un Delegated Act? C'est un acte qui directement s'applique non seulement aux États membres, mais également aux entités qui sont ciblées en fait à travers ça. Donc c'est beaucoup plus contraignant et il n'y aura pas de transposition française de ce Delegated Act. Ça sera directement en fait quelque chose qui s'imposera. Voilà. Sur le camp, eh bien, c'est un parcours en fait, qui a commencé en 2019 et qui a donné lieu au Final Report que vous voyez en bas à gauche et que je montre avec ma souris, qui a été remis en fait, à la Commission tout début d'année 2021. La Commission a alors à ce moment-là donné la main en fait, à l'ACER, qui est notre régulateur européen, pour nous donner des framework guidelines qui ont été écrits dans une première version en fait, en avril et puis dans une deuxième version en juillet, revue après une consultation qui a eu lieu en juin. Et depuis ce moment-là, eh bien, il y a un groupe d'écriture qui écrit en fait ce code réseau, qui a été déjà remis dans une première version à un groupe miroir qui est en train de le relire. Une consultation aura lieu en novembre, qui nous amènera en fait vers décembre en fait à une remise en fait du code réseau de ce groupe d'écriture qui est composé des TSO et d'ISO, des distributeurs et transporteurs européens et des autres entités impactées en fait par le code réseau électrique. Donc c'est à peu près en fait l'ensemble de la chaîne, et qui sera remis en fait à l'ACER, qui elle aura quelques mois en fait pour le revoir, et finalement il sera adopté dans le premier semestre 2022 avec une application qui devrait donc nous amener fin 2022, début 2023 sur une application de ce code réseau. Le qui, on reprend grosso modo exactement, on se calque exactement sur la cible en fait des entités électriques qui sont décrites, que je vous ai décrit à travers le NIS V2. Et on va, c'est NIS V2 donc sur le même principe aussi, avec les SME qui sont exclus de ce code réseau, à l'exception de certains NCA, donc c'est les National Competent Authority, donc c'est l'ANSI qui pourra réintégrer en fait ces SME dans les High Impact Electricity ou Critical Impact Electricity Entities, avec deux seuils pour séparer les entités électriques qui ne sont pas des SME. Donc, le premier, un seuil bas qui permettra en fait d'éliminer les entités électriques qui n'ont pas du tout d'impact en fait cyber sur le secteur électrique. Un deuxième, en fait, qui est un impact haut et qui va désigner, en fait, les Critical Impact Electricity Entities à qui vont s'adresser, en fait, des obligations, des exigences extrêmement importantes. Et entre les deux, on a le High Impact Electricity Entities. Alors ça, c'est pour la partie, en fait, entité électrique, mais il y a évidemment tout l'ACER, l'ENSOE, l'IUDSO, les NRA, bref, l'ensemble des entités électriques sont aussi impactées, en fait, à travers ça, puisque les entités électriques ne font pas toutes seules, en fait, tout ça. Les autorités compétentes en cybersécurité, donc l'ANSI en fait pour la France, mais ses homologues en Europe, jouent un rôle absolument cœur dans ce code réseau. Le quoi, eh bien, c'est qu'est-ce que vont faire en fait ces entités électriques. D'abord, elles vont définir le périmètre de leur asset entre les high et les critical, elles vont évaluer les risques et elles vont traiter en fait les risques. C'est des obligations qui vont s'appliquer à elles de ce qu'elles devront faire. Elles devront aussi avoir un système de management de leurs risques, cybersécurité, et bien évidemment, mise en place aussi d'un cadre d'exigence et de contrôle de cyberproportionné en fonction du basic, high, critical, en fonction des différents niveaux, y compris pour les SME, pour le coup, que je disais qui étaient exclus, il y aura quand même de l'hygiène cybersécurité qui sera obligatoire même pour ces entités. En tous les cas, dans l'état en fait, dans lequel est le code réseau en fait, actuellement. Il y aura aussi des exigences sur la supply chain, notamment le code réseau en fait, va probablement décrire des jeux d'obligations en termes de cybersécurité qui s'appliqueront lors des achats des critical et high entities. Après, il y a des obligations en termes de SOC, de partage d'informations. Il y aura un early warning system qui permettra de prévenir les entités électriques de risques particuliers qui sont en train de se produire en fait en Europe. Des gestions des incidents de crise qui seront mieux cadrées, mieux prévues, qui donnera en fait un certain nombre de démarches à réaliser lorsqu'on est sur une crise, non seulement au niveau de l'entité, mais aussi au niveau des différents États. Et puis, dernière obligation, peut-être que j'en oublie encore, mais que j'ai en tête, en tous les cas, la conduite d'exercice de crise pour les critical entities,
qui seront de 2 exercices, un interne ou national pour un cas, et le deuxième, en fait, qui sera plus régional ou cross-régional, tout ça, en fait, tous les 3 ans. Merci Olivier. Pas de souci, avec grand plaisir. Je suis désolé, j'étais peut-être un peu long. Il n'y a pas de problème. Je vous propose du coup de passer. Merci beaucoup pour cette intervention, hein, c'était vraiment très intéressant. Je vous propose de passer à la suite et toujours n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Donc pour la suite de notre webinaire, nous allons donner la parole à Régis Ourdouil et Hassen Atrèche qui vont détailler les différentes priorités de cybersécurité selon qu'on parle d'IT, IoT, OT ou IoT et présenter différents cas d'usage. Régis a 30 ans d'expérience dans le domaine de l'énergie et des télécoms. Il a travaillé chez EDF R&D sur les projets SCADA et Télécom avant de rejoindre un des leaders du conseil en stratégie. Il a ensuite lancé un programme Smart Grid d'Alstom T&D avant de rejoindre Ericsson où il a développé la practice Energy Utilities. Régis est aujourd'hui responsable monde portefeuille de solutions et consulting d'industrie d'Atos. Régis, à toi. Merci. Effectivement, bon, déjà, on va essayer de faire assez vite pour pas trop prendre de retard. Et on va dérouler cette présentation en duo avec Hassen. De mon côté, un zoom sur les SCADA et les évolutions IT-OT dont a parlé Rodolphe. Et ensuite, on s'intéressera à des use cases et des solutions de sécurité sur lesquelles on va travailler avec Hassen. Donc, on sait tous que les SCADA sont au cœur de l'architecture OT. Ce sont des systèmes automatisés qui permettent la télégestion, qui existent depuis longtemps. Ils font l'acquisition de données, le monitoring des différents états du réseau, ils mesurent un certain nombre de mesures physiques. Ça permet de piloter le réseau à distance. Donc ça, c'est des choses qui existent depuis au moins 50 ans, on va dire. Dans le temps, les SCADA ont été complémentés par pas mal de fonctions avancées. Le nombre de points de données a augmenté de façon drastique. D'une part, parce que, on peut mesurer, il y a des capteurs moins chers aujourd'hui qui permettent de mesurer plus de choses, et aussi le nombre de ressources distribuées, de ressources énergétiques, a augmenté de façon exponentielle, en particulier dans les réseaux de distribution. Si on pense à tout ce qui est véhicules électriques, batteries de stockage, renouvelables distribués, le nombre de points a vraiment augmenté et donc le nombre de données qui remontent a augmenté en flèche. Et au-delà de ça, on a mis en place des systèmes intelligents, hein, donc c'est les fameux smart grids, pour gérer toutes ces données. D'abord la volumétrie de données et ensuite pour faire évoluer des modèles. Alors, on peut parler de modèles, de digital twin, de représentation de réseau, etc. Et ça fait qu'on a complexifié énormément les systèmes en rajoutant beaucoup de données, de l'intelligence artificielle et aussi de l'automatisation, puisqu'on a recours de plus en plus à des robots applicatifs ou des robots qui permettent d'optimiser les process. On parle d'hyper-automation, par exemple, aujourd'hui. Donc, c'est normal que, vu le rôle crucial des SCADA et de tout le système de commande, des acteurs malveillants, par exemple, peuvent s'intéresser à la supervision des réseaux, puisque c'est vraiment le cœur du système qui va permettre d'impacter toute la production jusqu'à la distribution de l'électricité. Et donc, on a vu de plus en plus d'attaques sur les SCADA. D'une certaine façon, je pourrais dire que si on était resté dans un monde de l'OT pur et dur, on aurait complexifié le système, on aurait eu des questions autour de l'intégrité de données, de la fiabilité des données, mais on n'aurait peut-être pas eu des questions de cybersécurité. Security by obscurity, comme on a eu l'habitude de dire, c'est-à-dire que tant qu'on est bien dans sa bulle, finalement, on n'est pas trop attaqué. Si on passe à la page suivante, s'il te plaît, Hassen, c'est un peu la même chose que la page présentée par Rodolphe. On peut essayer de prendre quelques exemples particuliers là-dessus. Je vais distinguer trois tendances, hein, trois questionnements. Un, des nouvelles solutions, des nouvelles technologies, par exemple dans les télécoms.
quand on utilise des réseaux LoRa ou Sigfox pour l'IoT, quand on met en place des réseaux 5G qui vont être de plus en plus présents car ils permettent beaucoup de choses en termes de gestion de la latence et de séparation des données. On se pose quand même des questions parce que c'est des technologies nouvelles. Sur la 5G, on se pose peu de questions sur la partie cœur de réseau, par exemple, parce que la 5G a été pensée avec un très haut niveau de sécurité, mais il peut y avoir des questions sur la partie edge, sur la façon d'implémenter des réseaux 5G privés. Donc, il y a un certain nombre de choses nouvelles en termes de technologies qui doivent amener à des solutions de sécurité nouvelles. Le deuxième point, c'est, je dirais, de nouveaux modèles technico-économiques. Typiquement, on pense à la mise en place de plateformes et au passage dans le cloud. Aujourd'hui, le passage dans le cloud permet d'être beaucoup plus efficace, d'optimiser les coûts, d'optimiser un certain nombre de process. La mise en place de plateformes, c'est la même chose. On a des applications qui peuvent reposer sur des microservices communs. Donc, on acquiert une bien meilleure flexibilité, une bien meilleure facilité d'évoluer, de faire évoluer les applications. Mais on a évidemment beaucoup d'échanges d'informations dans tous les sens et donc il faut sécuriser tous ces flux d'informations. Et le troisième point, je dirais, c'est peut-être le point le plus marquant quand on parle d'IoT, d'IIoT et d'IT, c'est une interconnexion très forte entre tous ces systèmes, ce qui n'était pas le cas auparavant. Quand on fait un modèle numérique, un digital twin, on peut utiliser des données de SCADA, des données de comptage pour avoir une meilleure vision du réseau de distribution, des données de l'ERP, donc de l'entreprise, des capteurs IoT. Et donc, en fait, toutes ces données vont converger à un seul et même endroit. Et ces interconnexions posent vraiment des questions de sécurité. Alors, des questions de sécurité comme la sécurisation d'un périmètre, sécurité périmétrique, c'est-à-dire du contrôle d'accès physique, de la séparation en différentes zones de confiance. Donc ça, c'est une première question. Une sécurité volumétrique, c'est-à-dire comment on fait pour gérer l'ensemble de ces données, tout le volume de données, quelles certifications on a besoin d'avoir, comment on gère les flux, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails, puisque je vais passer la parole à Hassen qui va nous détailler un certain nombre de solutions et de cas d'usage. Donc, avant que Hassen parle, juste deux mots de présentation. Hassen a plus de 30 ans d'expérience également, forgé dans un environnement international sur de nombreuses technologies, que ce soit dans le digital, les télécoms ou la cybersécurité. Il a un doctorat de l'Université Paul Sabatier en management des technologies du digital et un master exécutif en management général international de l'ESSEC. Donc, Hassen, je te passe la parole pour la suite. Merci, merci Régis. Je crois qu'avec tout ce qui a été dit, et puis je crois que le temps a beaucoup avancé, donc on va essayer de faire un petit cours pour retenir les délais. Je crois qu'on a perdu une dizaine de minutes. Cette conférence est très intéressante parce que tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant, on a levé le voile, ou en tout cas, on a, je dirais, mis en exergue toute la transformation que connaît aujourd'hui le secteur de l'énergie. Le deuxième point, c'est que le mois d'octobre, c'est le mois de la sécurité, la cybersécurité. Et ça tombe très bien que cette conférence soit organisée au mois d'octobre. Pour ma part, et par rapport à tout ce qui a été dit, je vais essayer de prendre un petit pas en arrière, puis après un petit pas en avant, en vous disant que si on considère que tout ce qui a été dit, la numérisation, la digitalisation et toutes les transformations qu'il y a dans ce qui a été dit, et notamment les cas d'attaque qui ont été commentés du Colonial Pipeline, on va arriver en fait à une évidence, c'est que pour protéger l'OT, il faut protéger l'IT, et pour protéger l'IT, il faut protéger l'OT.
Donc, les industriels les industriels seront amenés dans un très très proche futur à avoir cette approche-là de sécuriser, ou une approche de sécurité de la cyber ou de la sécurité numérique en un seul, en une seule démarche IT-OT parce que l'intégration des deux elle est irréversible. Pourquoi on fait ça? Parce que si on prend le cas de Colonial Pipeline, l'attaque n'a pas ciblé directement la partie OT, mais elle a ciblé la partie, c'est une connexion de VPN qui a été vendue, la partie de l'IT. Seulement, c'est que la partie de l'IT ça a impacté le billing et Colonial Pipeline a souhaité plutôt arrêter les livraisons et bloquer toute sa chaîne je dirais, de provisionnement pour pouvoir évidemment se protéger et protéger l'outil ayant peur que l'attaque puisse se propager sur l'outil. Le deuxième cas, c'est l'US Natural Gas Compressor Station, où il y a une attaque avec un mail malicieux qui a permis à l'attaquant de faire du mouvement latéral entre l'IT et l'outil. Donc, en conclusion, compte tenu des interconnexions, de la digitalisation des interconnexions entre l'IT et l'OT, eh ben, pour pouvoir protéger l'un, il faut protéger l'autre et vice-versa. Donc, une approche globale IT-OT pour les industriels est irréversible. Le deuxième point que j'aimerais mentionner ici, c'est le côté à droite. C'est la plus grande partie, la majorité des attaques qui ont eu lieu récemment sur le marché de l'énergie utility. Ça a été fait via les marchés, je dirais, underground, de vente de codes d'accès, etc., comme ça s'est passé pour Colonial. Et on a Colonial, on a Forbes Energy, on a Enel, par exemple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la threat intelligence ou l'intelligence est partie prenante complète d'une démarche de sécurité. Sans cette intelligence-là, on ne peut pas anticiper. Donc, la threat intelligence est un élément essentiel dans une démarche de sécurité. Le troisième élément que j'aimerais mentionner aussi, c'est que tout ce qui a été dit sur la cybersécurité, la sécurité, c'est d'abord une question de people, de personnes, d'êtres humains, c'est une question de process et c'est une question de technologie. Eh bien, un des trois est faillible. Si la technologie n'est pas faillible, le process peut être faillible. Si le process n'est pas faillible, l'homme peut être faillible. Donc, on doit aussi réfléchir à la sécurité avec des technologies de dernier ressort, comme le chiffrement. À la fin, on doit avoir en disponibilité quelque chose qui, en dernier ressort, pourrait nous protéger. Un quatrième mot important aussi en leçon à retenir et à se projeter sur les solutions du futur, c'est tout ce qui est la chaîne, ce qu'on appelle la supply chain. Et c'est le cas de SolarWind est un exemple. Toutes ces industriels-là, tous les industriels vont embarquer du logiciel, vont embarquer des technologies numériques à l'intérieur du processus industriel. Ces technologies numériques sont fournies par des tiers. Et si ces technologies numériques sont vulnérables, la vulnérabilité rentre à l'intérieur de l'outil et crée tous les espaces d'attaque. Voilà, donc c'est en résumé, la convergence IT-OT, protéger l'un pour protéger l'autre. Deuxième, threat intelligence, qui est l'intelligence, est un élément essentiel. Technologie de dernier ressort et la sécurité de la supply chain. Très rapidement, on vous avait parlé du Purdue modèle, qui est un modèle de référence assez intéressant. On va retenir ici trois choses. La première, c'est que la sécurité, les réseaux industriels, les infrastructures industrielles, elles sont beaucoup plus décentralisées que l'IT. L'IT, vous avez des mobiles, vous avez des stations de travail et puis vous avez des data centers ou du cloud. Des clients ou des industriels de l'énergie ou d'autres dans l'industrie, vous avez des usines, vous avez des stations, vous avez des centaines, voire des milliers. C'est-à-dire que l'environnement est le plus décentralisé par rapport à l'IT. Le deuxième élément qui est important ici, c'est
Ça, c'est la leçon, c'est ce qu'on peut observer aujourd'hui de l'état d'avancement, de maturité des clients. La segmentation du réseau et l'asset management, c'est-à-dire que la gestion des ressources, la découverte et la gestion des ressources, ce sont les premières briques, ce sont les premiers pas à faire dans une démarche de sécurisation du réseau. Et le mot CMDB n'existe pas dans le monde de l'OT, par exemple, alors que de l'IT, il existe depuis déjà des dizaines d'années. Une démarche de CMDB OT et une démarche d'asset, de découverte des assets, une démarche de segmentation, voire de micro-segmentation, tout ça, ce sont des technologies qui sont essentielles pour ramener la sécurité de l'environnement OT au même niveau que l'environnement IT. Deuxième élément que j'aimerais faire mentionner ici, c'est, comme on a dit, les technologies de sécurité, elles sont faillibles. Aucune technologie n'est infaillible. Je dirais les mesures de sécurité qu'on utilise, ce sont des mesures, comme il y a des process, il y a du people, il y a des technologies, il y a toujours une faille. Et ce qui est important, ce n'est pas uniquement les technologies de durcissement, mais c'est aussi les technologies de détection et de réponse. Comme toutes les attaques informatiques sont d'abord silencieuses, ça veut dire qu'on s'en rend compte quand le mal est fait. Donc, les technologies de centre opérationnel de sécurité pour la détection et la réponse, pour pouvoir détecter avant les signaux, etc., sont des éléments importants. Après, le durcissement, je vais aller assez vite, le durcissement technologique par des éléments embarqués de sécurité, comme la PKI industrielle, comme les éléments de sécurité embarqués à l'intérieur des RTU, des PLC, du réseau de signalisation en bas. Tout ça, c'est des technologies de durcissement des operating systems, de Windows, etc., ou de Linux, ou que sont embarqués à l'intérieur des cartes électroniques dans les machines. Tout ça, avec la gestion de vulnérabilité, ce sont des éléments qui sont essentiels à une approche de sécurité complète. Bon, non. Oui, et je vais terminer par cela rapidement pour dire tout simplement que dans une approche de sécurité, il faut avoir une capacité de réfléchir globalement et d'être en capacité de gérer de la sécurité de bout en bout, que ce soit de l'IT jusqu'à l'OT, en passant par toutes les technologies de communication nouvelles. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, les technologies doivent être certifiées. C'est-à-dire que, comme nous, par rapport à la technologie de chiffrement, par exemple, et qui sont certifiées par l'ANSSI, ou des centres opérationnels de sécurité pour les prestataires de détection d'incidents de sécurité pour lesquels Atos, nous avons cette distinction pour pouvoir fournir des SOC pour ce marché-là. Ce sont des éléments qui sont importants. Chaque technologie, chaque élément technologique, que ce soit les PKI industriels, que ce soit la gestion des identités, que ce soit les chiffrements, que ce soit la partie intelligence artificielle à l'intérieur des centres opérationnels de sécurité, qui jouent le rôle important dans la capacité à détecter finement ce qui est connu et ce qui n'est pas connu en termes d'attaque, et aussi mettre en place des processus, ce qu'on appelle des playbooks, ce sont des workflows de détection et de réponse qui sont à la hauteur des enjeux, des défis de la sécurité industrielle. Voilà un petit peu, je n'ai pas parlé du SCADA bien plus précisément, mais vous le comprenez qu'il est à l'intérieur de la partie du porting modèle, et il est à l'intérieur aussi comme un élément essentiel sur la sécurité de l'OT globalement. Voilà. Merci beaucoup Hassen pour cette intervention. Et merci aussi Régis. Donc je vous propose de passer directement à la dernière intervention, celle de Reda Esch. Reda est docteur informatique. Un docteur ingénieur en informatique. Il est titulaire d'un doctorat de l'école des mines de Saint-Étienne et d'un master de recherche à l'université Paris-Sud. Il a rejoint l'IRT Systemix en 2018, où il dirige l'équipe sécurité numérique et réseau. Son domaine d'expertise est à la croisée de la cybersécurité et de l'intelligence artificielle. Il va nous parler des différents chantiers R&D en France en matière de cyber pour les smart grids. Reda, à toi. Merci Thomas. Donc je vais essayer d'accélérer davantage pour pouvoir récupérer un peu de temps. Donc merci
Donc, je fais partie de l'IRT. Donc, l'IRT Systémique, c'est un institut de recherche technologique. Donc, on est une fondation coopération scientifique à but non lucratif. On est basé à Palaiseau. Nous pilotons des projets de recherche appliquée orientés cas d'usage, liés notamment à la transformation numérique des systèmes, des services et des territoires. Et à ce titre, du coup, j'ai le plaisir d'intervenir ici et j'ai essayé de vous faire, dans le peu de temps qui me soit alloué, de vous dresser un panorama rapide des principaux chantiers en termes de R&D, notamment en lien avec la cybersécurité et les smart grids. Ça serait principalement des pointeurs parce qu'on n'aura pas le temps de détailler ces chantiers-là. Donc ces chantiers sont issus d'une grande partie de différentes feuilles de route, que ce soit sur le plan national et le plan européen. Donc notamment les axes technologiques de la stratégie nationale dont l'objectif est de maintenir bien sûr la France parmi les premières puissances mondiales en termes de recherche, de permettre aussi à la France de se positionner, de répondre à des besoins et des verrous scientifiques liés à des enjeux technologiques, scientifiques et environnementaux et sociétaux du XXIe siècle. Donc voilà, donc, vous avez quelques pointeurs sur le dernier document de la stratégie nationale dans lequel on voit très bien sur le volet sécurité des orientations de recherche, notamment sur la partie prévention et anticipation des risques et des menaces, des approches intégrées de la gestion de crise. Ça aussi, c'est un volet important, notamment sur la réponse aux attaques de grande ampleur ou des attaques sophistiquées qui émanent éventuellement d'acteurs malveillants beaucoup plus puissants que les acteurs qu'on a l'habitude de voir sur les attaques relativement innocentes. La résilience des systèmes de sécurité complexes et interconnectés. Donc là, je pense on est plein dedans, notamment sur le volet digitalisation des smart grids avec tout ce qui est IoT. Sur les principaux défis, donc voilà, j'ai mis quelques pointeurs. Voilà, donc on est bien sur l'énergie sûre et efficace. On est sur le renouveau industriel parce qu'on parle beaucoup de digitalisation de l'industrie. On est sur l'axe sécurité de l'information, de la communication, et on est plein dedans aussi dans la partie liberté, sécurité de l'Europe parce qu'on a vu dans le cas qui a été évoqué du blackout ukrainien. Donc ça touche aussi aux citoyens. Donc il faut assurer une Europe physique et digitale beaucoup plus sûre. Donc c'est un gros budget d'1,2 milliard en termes d'investissement. Donc voilà, je vous invite chaudement à aller regarder plus en détail les éléments. Il y a aussi, vous avez, je pense, tous vu l'événement qu'il y a eu sur le lancement de la stratégie nationale sur la technologie quantique. Donc sur ce volet-là, donc il y a tout le volet quantique bien sûr, mais il y a aussi le développement de l'offre de cryptographie post-quantique, donc l'ordinateur quantique potentiellement, mais en doute ou est potentiellement susceptible de perturber les mécanismes de chiffrement bien établis actuellement. Donc, du coup, l'idée, c'est d'anticiper un peu cette menace et d'être au bon niveau européen et international. Un autre élément aussi sur lequel je me suis reposé, c'est les 4 projets piliers qui ont été lancés par l'Europe afin de créer des centres de compétences et d'expertise à l'échelle européenne. Donc l'idée, c'était de créer des consortiums qui vont réfléchir à la structure de la recherche et l'innovation et définir des roadmaps. Donc il y a eu 4 projets qui ont été retenus avec un grand nombre de partenaires, vous pouvez voir, avec un gros budget aussi qui est alloué. Et leur feuille de route, et je vous invite aussi à voir parce que tous les documents qui sont produits, donc ils sont publics et ouverts. Donc il y a le volet training awareness, donc qui a été évoqué tout à l'heure. Donc c'est un élément aussi important parce qu'il faut replacer l'humain au centre du dispositif, la coopération et les mesures incitatives pour que les gens puissent s'intégrer dans une communauté, donc notamment au travers du partage d'informations. Donc on parle beaucoup de threat intelligence, donc partage d'informations, de sécurité, de la certification. Donc ça a été évoqué tout à l'heure aussi, c'est aussi un axe majeur sur la feuille de route aussi de recherche. Et sur le plan recherche-innovation, bien sûr, la crypto post-quantique, les aspects socio-économiques, donc les smart grids et les systèmes digitaux actuels, c'est des systèmes socio-techniques où il y a un mélange entre l'humain, la technologie, entre le physique et le numérique. Et le dernier volet, c'est tout ce qui est IA pour la cybersécurité. Là aussi, c'est un enjeu majeur qui est adressé dans les feuilles de route. J'accélère. Donc voilà, donc les principaux chantiers, donc j'essaie un peu de les structurer de manière très simplifiée. Donc la cyberimmunité, même si elle ne porte pas son nom, elle s'inspire aussi de l'immunité humaine. Donc en gros, il faut être à jour en termes de vaccination, en termes de mesures de prévention du risque.
Donc, il y a un volet identification de la menace et un volet protection de la menace. Sur l'identification de la menace, en un mot, l'idée, c'est vraiment d'inciter les gens à faire de la veille, être au courant des informations, des dernières menaces. Et du coup, ça passe forcément par le partage d'informations. Donc, tout ce qui est Cyber Threat Intelligence, donc le partage d'informations d'ordre cyber. Là, il y a beaucoup de réticences, notamment par rapport à la confidentialité des données. Donc, ce qui est développé dans les travaux de recherche, c'est essayer de trouver des mesures incitatives et rassurantes en termes de protection des données. Donc, voilà. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on parle de chiffrement par attribut, chiffrement morph, multi-party computation, pour ceux qui connaissent. Des outils pour exploiter les informations, parce qu'on parle de data lake d'informations, donc l'extraction des connaissances, du machine learning, bien sûr, du traitement automatique des langues, du web sémantique, plein de technologies très innovantes, très intéressantes pour pouvoir exploiter au mieux ces informations. Le passage à l'échelle, parce qu'il s'agit de big data, donc là aussi, les processus qu'on a actuellement, ils ne passent pas à l'échelle, du coup, il faut améliorer ces processus-là. En termes de protection, donc les enjeux majeurs, c'est l'embarquabilité, donc on parle d'OT, d'IoT, d'IIoT, donc les primitifs de chiffrement, l'authentification, en fait, toutes ces mesures de sécurité ont du mal parfois à être embarquées dans les systèmes connectés, donc du coup, c'est un enjeu pour réduire le besoin en termes de calcul de stockage pour ces éléments-là. Le passage à l'échelle, parce qu'on parle aussi de continuum composant IoT, Edge, Cloud, et du coup, il faut que le côté cloud puisse être capable d'absorber. Donc, tout à l'heure, Hassan a dit que c'est des systèmes largement décentralisés, donc il y a une grande quantité de composants électroniques. Et la cryptographie post-quantique, donc bien sûr ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Et on a un nouveau enjeu maintenant, c'est aussi en lien avec l'énergie, c'est des contraintes de sobriété numérique. Donc on veut faire du green cyber pour que la cyber ne consomme pas davantage d'énergie, donc au sens large. Le monitoring, la détection rentre dans le périmètre de la vigilance, donc il faut toujours garder une posture assez vigilante parce qu'on sait que le risque zéro n'existe pas. Donc on a des problématiques qui ont été déjà évoquées, donc notamment de maintenance dans une situation hybride, donc des opérateurs de maintenance physique qui rentrent dans un système et ils sont à distance aussi pour la télémaintenance, des problématiques SolarWinds interne et externe, donc du coup une menace qui est externe a priori, mais si ça fait partie de la supply chain ou ça fait partie d'une entreprise étendue, ça devient une problématique interne en quelque sorte. Détection d'anomalies, donc notamment du zero day, donc du machine learning pour améliorer la détection. Le flux chiffré, il perturbe un peu tout ce qui est détection d'intrusion là aussi, donc parce que on a du mal à pouvoir détecter des anomalies sur du flux chiffré. Voilà. Après, le dernier volet, c'est peut-être le process mining, c'est-à-dire la compréhension des spécificités métiers, donc des protocoles, notamment par exemple l'IEC 104, des processus métiers qui sont très particuliers, donc du coup, intermêler ces mécanismes de détection d'intrusion avec ces connaissances métiers et des spécificités protocolaires, c'est aussi des enjeux majeurs pour la cyber en termes de recherche. Le dernier volet, c'est la cyber-résilience, donc en gros d'être capable de répondre et de recouvrir les capacités initiales. Donc c'est principalement de l'orchestration d'automatisation de la défense avec des travaux sur des stratégies innovantes, notamment du Moving Target Defense, qui permet au système de se réorganiser pour pouvoir éviter une attaque, le leurrage numérique intelligent, parce que les honeypots sont plus capables maintenant de leurrer les attaquants, donc du coup, il faut être capable d'ajouter de l'intelligence. Et ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est la prise en compte d'aspects métiers dans la partie réponse, ne pas bloquer des flux qui sont critiques et importants. Il y a des contraintes aussi safety à respecter, et le partage, la capitalisation sur ce qui a été appris et ce qui a été fait. Voilà, donc c'est une problématique qu'on adresse à Systémique. Donc je vous renvoie vers une vidéo qu'on a faite sur un démonstrateur sur la Smart Grid. Donc on avait fait un petit POC notamment au FIC. Et c'est aussi une problématique d'actualité parce qu'on a un projet actuellement ce qui s'appelle Port du futur sécurisé, dans lequel parmi les chaînes de valeur auxquelles on s'attaque, il y a la partie électrique. Et comme vous savez, donc la partie électrique dans un port, c'est une chaîne de valeur qui est critique pour l'ensemble des chaînes de valeur. Et à ce titre-là, donc deux problématiques qui nous intéressent donc en une minute. La prévention à la détection de la propagation de la menace, donc tout à l'heure ça a été évoqué, donc il est assez difficile, notamment quand on a des verticaux comme ça qui sont assez silotés, de pouvoir détecter un potentiel propagation de la menace. Donc tout à l'heure on a évoqué la propagation de la menace verticale, c'est-à-dire de l'OT vers l'IT ou de l'IT vers l'OT. Ça commence à être bien établi, mais même si ça reste un défi pour la recherche. Par contre, la propagation verticale, c'est-à-dire qu'on voit ici par exemple des menaces qui touchent de la smart grid et qui se propagent à d'autres chaînes de valeur, par exemple le grutage, les systèmes industriels, c'est des problématiques assez compliquées.
Le deuxième volet, c'est vraiment l'hybridation de la sécurité physique et numérique parce qu'elles sont interconnectées donc, et elles sont reliées. Donc, pouvoir avoir une remontée de données numériques, donc ce qu'on connaît tous, donc détection d'intrusion, les SIEM, les SOC. Et on a la partie analogue qui est les caméras, les gates d'accès et ce qui est Physical Security Information Management. Et on n'a pas, en fait, ces deux systèmes ne se parlent pas, comme la sécurité ne se parle pas avec la safety, la sécurité physique et la sécurité numérique ne se parlent pas beaucoup. Et du coup, on essaie un peu de faire converger ces deux mondes-là. Donc voilà, donc pour conclure, donc je pense que la Smart Grid, c'est un fabuleux terrain de jeu pour la recherche. Donc il chamboule pas mal et fortement donc, les processus bien établis de la génération à la transformation, la distribution jusqu'à la consommation, avec des flux, de nouveaux flux, donc les flux ascendants pour la remontée de données, des flux descendants pour le contrôle. On a de nouveaux artefacts aussi qui apparaissent avec des IoT qui sont connectés. Donc qui dit connecter un IoT Internet, ça veut dire aussi connecter Internet à un IoT. Donc forcément, il y a une symétrie de la connexion et du coup une menace qui est apportée. La notion de collaboration, là aussi, donc il y a plusieurs niveaux de collaboration. On parle de machine to machine, c'est-à-dire entre les dispositifs, entre eux. On parle de machine to human, donc entre l'humain et la machine. Donc il y a aussi de la sécurité ajoutée, l'authentification, voilà, donc le contrôle d'accès et tout, et l'organisation, parce que voilà, donc la Smart Grid éventuellement a mis en place une collaboration entre différents acteurs, donc des producteurs, des consommateurs, des transformateurs, et qui vont se partager de l'information. Et du coup, forcément, il y aura une répercussion de la menace entre ces différentes chaînes de valeur. Donc voilà, donc je ne sais pas si j'ai tenu dans les temps, j'ai essayé d'aller très vite et j'espère que je ne suis pas allé trop vite, mais en tout cas, voilà, je ferai avec plaisir répondre à quelques questions si vous en avez. Merci beaucoup, Reda. En effet, tu as réussi à rattraper une partie de notre retard, donc je te remercie d'avoir été concis. Donc, il y a un ensemble de questions. Je vous propose de passer aux questions-réponses. Il nous reste une petite quinzaine de minutes. Alors, j'ai vu qu'un ensemble de réponses avait déjà été apportées, notamment par Olivier. Peut-être une question qui, je crois, n'a pas encore été traitée. Dans un projet Smart Grid chez Utilities, quel est le rôle des laboratoires dans la classification des exigences de cybersécurité? Est-ce qu'exposer les codes sources des firmware pourrait aider à détecter les vulnérabilités des audits cybersécurité? Voilà. Est-ce qu'un de nos intervenants souhaiterait répondre à cette question? Je peux éventuellement de mon côté, Hassan, vous apporter un premier élément de réponse, je dirais. Et en regardant ce qui se passe dans d'autres industries également. Parce que, bon, on a les smart grids, on fait c'est l'objet d'aujourd'hui, mais on peut regarder aussi ce qui se passe ailleurs, notamment dans tout ce qui est dans les automatismes industriels, dans les véhicules connectés, etc. On voit apparaître une chaîne de sécurisation nouvelle qui prend forme sous forme d'outils de scanning ou d'analyse de code source ou d'analyse de code binaire pour pouvoir identifier les vulnérabilités d'un composant logiciel qui est embarqué à l'intérieur d'une solution embarquée ou d'une stack logicielle embarquée à l'intérieur d'un équipement. Toute cette chaîne-là de gestion de vulnérabilité au travers, je dirais, de la chaîne de production, je dirais, d'un équipement, est un élément essentiel aujourd'hui pour pouvoir détecter les vulnérabilités des logiciels embarqués et de pouvoir prendre des mesures ou de pouvoir aussi les patcher par des solutions de digital twin, du patching virtuel par la suite. Un petit peu, un premier élément, je dirais, de réponse à cette question-là. Je peux compléter juste une réponse rapide et simple. Oui, bien sûr, en fait, avoir le code source des systèmes aiderait beaucoup à découvrir des vulnérabilités, notamment liées aux composants, mais ça ne suffit pas. Il faut mettre le composant dans un contexte général et surtout, c'est l'opérationnalisation du composant dans un système dans lequel qui pose problème. Donc, même si le code source, le composant, il est fiable, il est sécure, il est robuste, on n'est pas à l'abri que le mot de passe qui est mis dessus, il est faible, qu'il n'y ait pas les bonnes pratiques derrière. Donc, c'est pour ça, pour moi, c'est un ensemble. Donc, en gros, c'est un système socio-technique. L'humain, il est important. Et oui, donc bien sûr, la réponse facile et évidente est bien sûr. Mais je ne sais pas si les industriels vont jouer le jeu. Okay.
Merci Reda. Peut-être moi, j'ai une question pour Rodolphe. Rodolphe, est-ce que les entreprises et plus globalement, globalement les entreprises et plus précisément peut-être dans l'énergie, sont bien préparées aux enjeux de la cybersécurité selon toi? Alors, c'est une vaste question. Je pense qu'il y a encore énormément de travail à faire. C'est-à-dire qu'on est dans une phase, on le voit, où il y a beaucoup de recherches, il y a beaucoup de principes qui sont en cours d'élaboration. Il y a beaucoup de réglementation, il y a beaucoup de normalisation qui est en train de se mettre en place. Donc, les acteurs qui sont en tout cas soumis à des réglementations et qui sont particulièrement critiques se sont évidemment attelés à ce problème-là. Mais il reste encore probablement beaucoup à faire, même chez eux. Ce qui est plus inquiétant, c'est finalement le fait que le réseau électrique, c'est une chaîne, c'est vraiment une chaîne d'acteurs qui se regroupent autour du réseau électrique. Tout le monde est connecté. Et par exemple, aussi avec l'émergence de l'IoT, si on pouvait faire tomber demain des millions de chauffe-eau à un moment donné, on pourrait avoir des impacts sur le système électrique. Et donc, on voit bien que la sécurisation des entreprises, y compris des particuliers les plus bas dans la chaîne, est aussi un enjeu. Donc, je pense que la réponse, c'est vraiment en cours. Le cadrage est en cours. Le déploiement, à mon avis, reste encore largement à faire, d'autant plus qu'on est en train de digitaliser l'énergie. Donc, le smart grid est en train d'arriver. Donc, cette digitalisation, elle progresse. Et donc, il faut absolument l'accompagner en même temps des mesures de cybersécurité, sinon on risque de se retrouver vraiment en risque. Et il faut sensibiliser les producteurs d'énergie à tous les échelons, parce qu'avec la décentralisation des moyens de production aujourd'hui, on a de plus en plus de petits acteurs qui mettent en œuvre du matériel assez standard, et le matériel ne suffit pas. C'est-à-dire qu'on peut avoir un matériel cybersécurité si on laisse le login mot de passe d'utilisateur de départ. On risque d'avoir des problèmes. Donc, il faut former les gens et on voit qu'on a une population à former autour des enjeux du smart grid qui s'élargit finalement chaque année. Donc, encore beaucoup de boulot, je pense, pour tout le monde autour de la table. Merci Rodolphe. Peut-être une question pour Reda. Que ce soit dans le domaine de l'énergie ou des systèmes industriels, le concept de jumeaux numériques a le vent en poupe. Est-ce une solution au profit de la sécurité numérique des smart grids ou plutôt un problème? Je dirais les deux. On utilise beaucoup les jumeaux numériques et la simulation pour pouvoir voir l'impact de la stratégie de défense ou de sécurité. Donc, c'est un élément très important, notamment maintenant, en fait, la sécurité est beaucoup axée sur la data, donc du coup, le numérique est capable de mimer ou d'émuler le système et du coup, on peut le sécuriser et pouvoir voir dans l'opérationnel si ces stratégies fonctionnent. Par contre, la tendance aussi, c'est de considérer le jumeau numérique comme étant un élément non critique, alors que il contient des informations très confidentielles aussi, qui c'est un jumeau, donc comme son nom l'indique. Et du coup, j'ai vu peu de travaux, donc du coup, je pense que c'est une solution pour la cyber à court terme, mais sur le long terme, ça peut aussi potentiellement étendre la surface d'attaque et faire en sorte que les gens puissent extraire du jumeau numérique des informations qu'ils puissent exploiter dans les attaques des systèmes physiques réels. Donc voilà, c'est une réponse de Normand, mais malheureusement, c'est la situation actuelle. Merci Reda. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Peut-être, sinon j'en ai encore une dans ma liste. Peut-être pour Olivier, on a vu que les TPE étaient exclus des réglementations. Qu'est-ce qui explique cette exclusion et quelle est votre vision sur cette approche? Oui, en effet. Alors, tout d'abord, vraiment désolé, je crois que j'ai vraiment mangé le temps et j'ai du coup poussé en fait tous mes collègues qui passaient derrière et j'ai un petit peu bouleversé en fait je me suis rendu compte que j'étais très bavard. Mes excuses. Sur cette approche des TPE, c'est un petit peu ce que Rodolphe pouvait dire et ça reprend un petit peu tout ça. Alors d'abord, les small and micro enterprise, faut se dire que c'est des petites structures, c'est pour certaines en fait des startups et l'Union européenne a une fervente défense en fait des startups. Elle veut vraiment les pousser, elle ne faut surtout pas en fait leur mettre des barrières en fait dans leur développement.
des barrières notamment financières, et l'Union européenne considère effectivement que l'ensemble de ces exigences en fait en termes de cybersécurité apportent des impacts financiers qui sont importants en fait pour les SME. Et c'est un petit peu la vision pour laquelle en fait ces SME ne font pas partie en fait de ces réglementations. Pour reprendre un petit peu donc ce que disait Rodolphe, d'abord on est sur une chaîne en fait qui est globale, hein, on a un continuum électrique en fait à garantir, donc effectivement ça pose quand même un problème au niveau du secteur de l'électricité de 1. Ensuite, pour reprendre encore une fois une image de Rodolphe, la ceinture de sécurité, eh bien, elle est faite là aussi pour protéger en fait les acteurs, et c'est pas parce qu'on est petit qu'on ne doit pas être protégé. Et c'est aussi un petit peu ma vision de dire mais ces SME aussi ont besoin de cette protection, et les inciter en fait à mettre leur ceinture de sécurité, ça serait peut-être pas mal non plus. Voilà un petit peu pour faire un petit peu globalement pour répondre à la question. Merci Olivier. Je parcours rapidement le chat. Je crois que la plupart des questions ont été répondues. Si je ne me trompe pas, est-ce que quelqu'un souhaiterait encore poser une question? Sinon, j'en ai encore quelques-unes si besoin. Donc peut-être une dernière question. Reda, on parle beaucoup d'IA, que ce soit en cybersécurité ou dans l'énergie. Quel regard porte la recherche sur l'utilisation massive d'approches solutions à base d'IA? L'IA, c'est un vaste sujet, donc elle apporte beaucoup, notamment nous, en cyber. Les premiers travaux remontent au début des années 2000, où Stolfo et son équipe essayaient de faire de l'IA pour faire de l'analyse de log pour pouvoir détecter des anomalies. En détection d'intrusion particulièrement, donc il y a deux approches. Il y a l'approche par signature et l'approche par anomalie detection, donc qui utilise beaucoup les mécanismes d'IA. Actuellement, on se rend compte que l'IA aussi elle-même est vulnérable, notamment avec ce qu'on appelle le adversarial machine learning. Donc, du coup, en gros, des attaques sur différents volets de l'IA. Donc, il y a 4 catégories d'attaques. Ce qu'on appelle le poisoning, donc c'est un attaquant qui va venir empoisonner votre source de données qui va servir à l'apprentissage, donc pour pouvoir construire un modèle qui soit pas bon, qui fasse pas les bonnes prédictions. Donc, il y a aussi des attaques qu'on appelle extraction. Soit on va extraire les paramètres de l'IA, soit on va extraire les propriétés des données initiales. Donc, c'est des notions de confidentialité ou de pays qu'on va pouvoir récupérer. Et l'attaque qui nous intéresse, nous, sur laquelle on travaille un peu plus, c'est tout ce qui concerne les évasions, c'est-à-dire pouvoir leurrer l'IA et en fait, il y a tout un volet qui essaie de robustifier, de rendre l'IA résiliente à ce type d'attaque avec différentes techniques et notamment Systemix, avec pas mal de partenaires peut-être autour de la table. On pilote un projet qui s'appelle Confiance.ai, qui est la plus grande initiative pour rendre rendre l'IA de confiance, donc Trustworthy AI. Et je vous invite à aller voir. Donc, il y a pas mal de choses aussi qui sont mises en termes de roadmap, de challenge aussi. Mais voilà, donc l'IA, oui, en fait, pour moi, c'est un vrai enjeu de sécuriser l'IA qui maintenant fait partie intégrante de l'arsenal cyber. Merci Reda. Je vois qu'il y a une dernière question dans le chat. En aval des compteurs, on exige un flux unidirectionnel de compteurs vers les IHD. Existe-t-il des use cases qui nécessitent un flux ascendant du client vers le compteur et qui représentent un risque cyber? Voilà. Qui est-ce qui souhaite peut-être prendre cette question? Olivier, tu as dit, non? Je pense que c'est un petit peu dirigé vers moi. Mais je ne suis pas sûr de donner une réponse très précise en fait sur le sujet. Ces flux, évidemment, on les aime pas beaucoup. On n'aime pas du tout en fait tout ce qui pourrait remonter effectivement jusqu'au distributeur. Et ça, on les encadre en fait extrêmement précisément. Lorsqu'on parlait en fait des projets en fait les SIE qui avaient été protégés et qui avaient été homologués et sur lesquels on avait durci en fait les couches, évidemment, vous vous en doutez, Linky était particulièrement ciblé en fait à travers ça. Et c'est vrai qu'on a apporté en fait des couches de cybersécurité extrêmement fortes
pour éviter que toute remontée en fait intempestive en fait concernant la cybersécurité puisse remonter à l'intérieur du distributeur. Ça serait évidemment une catastrophe, ou même simplement pouvoir corrompre un compteur, ça serait vraiment une catastrophe. Donc on a vraiment fortement durci l'ensemble des applications. On a pu la faire en fait dans toutes les règles de l'art. Hein. On l'a fait avec l'ANSI et avec l'ensemble des constructeurs. Donc là-dessus, on ne peut jamais être certain en cybersécurité. Hein. C'est même quelque chose dont on peut être certain, c'est qu'on n'est jamais certain. Mais en tous les cas, on a mis des couches très très fortes. Pour compléter ce que tu dis, Olivier, je ne pense pas qu'on parle juste de use case, c'est-à-dire des use cases qui déploient, quoi, qui correspondent à des usages vraiment des clients. Il ne me semble pas qu'il y ait le moindre use case qui fasse appel à une remontée d'informations d'aval du compteur vers le compteur pour que ça remonte ensuite au-dessus. Le compteur lui-même peut, dans un certain nombre de cas, remonter des informations vers l'opérateur, mais ça reste dans l'univers que décrivait Olivier, qui est sécurisé. En revanche, donc tous les cas d'usage dans lesquels on doit avoir une donnée qui remonte du client vers l'opérateur ou vers un gestionnaire de flexibilité ou un opérateur de service, ça se fait au travers justement plutôt de l'IoT que de la chaîne IIoT que peut être le compteur. Donc c'est des réseaux de remontée parallèles, et donc après c'est ici qu'il faut resécuriser les interactions. Merci Rodolphe. Nous sommes à la fin du webinaire, 10h30. Je vous remercie encore de vos interventions. Merci aussi pour les questions de l'audience. Et merci à Think Smart Grid aussi pour l'organisation. Je vous souhaite une bonne journée à tout le monde. Merci beaucoup, bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir. Merci à tous, bonne fin de semaine. Merci à tous. Au revoir.